On ne vous le dit pas que vous pouvez gouverner par vos choix le pays. Et que les gouvernements doivent venir vérifier régulièrement devant vous qu'ils se sont bien comportés, qu'ils ont fait ce qu'ils avaient dit et que ce qu'ils ont dit réussit et prometteur. Quels sont les secteurs de rupture économique et sociale, je viens de le dire. L'organisation des pouvoirs politiques en France, le millefeuille, mais la désertion des territoires, le côté désert et éloignement des services publics, qui est en train de, petit à petit, pour des motifs financiers, de s'éloigner de nous. Le millefeuille entre communes, agglo, intercommunalité, département, région, État et même Europe, puisque plus de la moitié des lois auxquelles nous obéissons ne sont que des réécritures, transpositions dans notre droit français de ce qui se décide à Bruxelles. J'en sais quelque chose, j'y suis. Et donc, nous devons simplifier ça, parce qu'une nation moderne doit quand même davantage faire confiance à la nation organisée en force politique de région. La nouvelle organisation des régions va donner des forces économiques importantes. Ça va changer dans ce pays. Eh bien, je vous propose de construire les forces politiques qui aideront, ou surveilleront, ou écarteront les mauvaises décisions économiques et les mauvaises décisions sociales. Nous ferons toute la pédagogie nécessaire à ce que vous preniez en main notre programme, puis ensuite que vous le débattiez, puis ensuite que vous le votiez. Et le programme de Génération Citoyen sera celui de Saint-Germain comme celui de Toulouse ou celui d'ailleurs. Je m'y engage. Bien sûr, nous allons tracer des cadres, c'est un métier que d'exercer le pouvoir public, de la responsabilité publique. Mais n'ayant pas la science infuse, vous allez nous dire que non, on a oublié telle chose, que ça ne s'applique pas. C'est pas possible, d'ailleurs ça a déjà été essayé. Que ceci, il faut l'inclure dans notre programme, sur les choses essentielles. On ne va pas se mêler de parler de la taille minimum des trottoirs, de la couleur des lampes de voiture, non. On va s'attaquer à ces fameuses trois grandes ruptures, je répète, économique et sociale. Organisation des pouvoirs politiques et économie du système, réduire la dépense publique. Et un troisième grand univers. Est-ce que ça choquera beaucoup de gens de dire que nous imposerons à nos élus une charte éthique qui est en fabrication largement avancée entre les mains aujourd'hui de notre ami M. Jacques Gerrier, qui est au premier rang. Et que cette charte éthique, si nous avons des élus, elle devra être respectée à la lettre. Et que ceux qui s'en écarteront, nous les écarterons. Elle dit quoi cette charte éthique, en gros, dans les grandeurs? Est-il raisonnable de cumuler 4, 5, 6, 7 fonctions? Est-il raisonnable de mener et de conduire des mandats sur 50 ans, 40 ans, 30 ans? Est-il raisonnable de se voter à soi-même, au niveau national particulièrement, quelques petites prérogatives qui arrondissent confortablement les fins de mois? Est-il raisonnable de faire travailler à l'Assemblée ou au Sénat la moitié de sa famille? Est-il raisonnable de ne réagir qu'en fonction des copains? Est-il raisonnable d'autoriser à se représenter à une élection des gens condamnés par la justice, par les tribunaux, ou qui sont sous instruction? Car c'est ça notre pays. Il ne faut donc pas s'étonner que les branches d'un arbre dont les racines sont pourries, que les branches soient très sèches. C'est ce qui nous arrive. Voulez-vous que les branches de cet arbre, de ce pays qui est foisonnant, le pays va bien, il est plein de ressources, le système va mal et il nous courbe, il nous assujettit, il nous contraint. Et comme personne ne réforme rien, de plus en plus d'impôts, de moins en moins d'autorité, de plus en plus de chicaillerie. Voilà ce que nous vivons depuis presque une quarantaine d'années. Il faut absolument que vous preniez en main cette chose et nous serons à votre disposition pour en débattre quand vous jugerez que maintenant il est temps de se rassembler. Je veux vous dire une dernière chose.
Je dois tout en ce qui me concerne. Permettez-moi quelques secondes de vous parler. Au nom de quoi je me présente devant vous. Je terminerai bientôt mon 3e et dernier mandat au Parlement européen. Je dépenserai toutes les forces dont je dispose. Et je dirais le minimum de crédit que mon métier précédent m'a apporté auprès de vous. J'ai fait des erreurs, c'est clair. Des fautes, pas trop, mais j'ai dû en faire vraiment. Mais au moins, je n'ai jamais piqué dans la caisse. Je ne me suis jamais masqué derrière des choses pour avoir un profit personnel. Je viens de rien. Ma famille a été détruite par la guerre, la fin de la guerre. J'ai été élevé par des paysans dans la montagne. On m'a appris, non pas la cuillère en argent, mais à traire des vaches, etc. Et c'est la République qui m'a sauvé. À l'école, au collège, au lycée, à la fac. Alors je dois quelque chose à ce pays. J'ai eu une carrière professionnelle très heureuse, bagarreuse, tout est dur. Mais je veux mettre à votre disposition, et je pourrais vous le dire, les yeux dans les yeux à chacun d'entre vous, en regardant les 200 visages qui sont ici. Je voudrais dire que je vous dois. Mais tout seul, on ne peut rien. Mes amis ont besoin de cette force. C'est eux qui vont monter, que vous allez voir. Moi, je vais pousser. Je vais pousser de toutes mes forces. Mais d'où viendra cette force? Elle ne peut venir que de vous. Et si ceci est épuisant, je suis très heureux de pouvoir le faire. Je veux rembourser ce qu'on m'a donné. À un moment où notre pays est dans une crise grave, et on ne peut pas faire mieux pour le but d'une vie que de faire quelque chose quand normalement c'est infaisable, quand normalement c'est très dur, quand normalement c'est pas gratifiant. Alors je veux le faire pour pousser et aider mes amis qui sont les vrais acteurs de ce développement qui est en train de naître. Et j'espère que vous allez nous rejoindre au maximum. Ça coûte 20 €. On s'inscrit sur Internet ou on remplit des bulletins. Parce que si nous ne nous regroupons pas, tout ce que je dis, tout ce que nous réfléchissons, n'aura encore aucun impact. On se souviendra qu'on s'est rassemblés. Je me souviendrai d'avoir eu très chaud au cœur de vous voir, dans la diversité de vos comportements, des cheveux, des habits, des âges. Mais si on n'aime pas les gens, et si on ne veut pas pour eux quelque chose d'aussi bien que pour soi, on ne peut rien faire. Voici pourquoi nous disons que notre mouvement est un mouvement humaniste, que c'est un mouvement éthique, et qui aime la liberté. Et c'est un mouvement qui, partout, veut mettre d'abord de la liberté avant la soumission, avant la contrainte. On doit faire confiance aux gens. Au début du siècle, il y avait un écrivain très fâché contre son gouvernement pour une décision que ce gouvernement avait prise et qui avait écrit dans un journal, je ne sais plus si c'était Laurent ou Le Temps, décidément, la politique c'est l'art d'empêcher les braves gens de se mêler de ce qui les regarde. Mesdames et messieurs, le temps est venu de vous mêler vraiment de ce qui vous regarde. Ne le laissez à personne d'autre, ça vous regarde. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Des questions dans la salle, vous êtes évidemment les bienvenus. On avait dit réunion publique suivie, bien entendu, de questions-réponses avec la salle. La première question est toujours la plus difficile, il y aura bien un cobaye. Et passons à la seconde, exactement, à la deuxième. Est-ce que ça marche? La question, elle est très facile. J'ai oublié mon histoire, 1784. C'était quoi? C'était la révolte contre la bourgeoisie de fonction ou la noblesse de robe. C'est dans vos livres. Regardez ça, c'est très instructif, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils ne viennent pas de la même origine, pas tout à fait en tout cas. Mais c'est le même problème. Deuxième question, beaucoup plus simple. Bonjour. D'abord, merci de nous avoir invités les uns et les autres, les unes et les autres. Moi, je suis membre d'un des plus vieux partis. Auquel vous appartenez, franchement, c'est pas déshonorant.
Absolument. Je suis là d'accord avec vous. Qui a bien des turpitudes, lui aussi, On a tous des turpitudes. voilà. On a tous des turpitudes. Mais ceci étant, bon, quand même, c'est une construction un petit peu, je dirais, ressemblante. Mais ma question est plutôt un souhait d'approfondissement. Ce qui m'a semblé le plus important dans ce que vous avez dit, c'est le rôle des citoyens. Ici, on n'est pas très loin de Montaigne-au-Perche, vous voyez le philosophe Alain, qui parlait des citoyens contre les pouvoirs, tout au moins dans le sens d'une volonté de rééquilibrer les pouvoirs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on se rejoint. Aujourd'hui, il me semble qu'il serait plutôt nécessaire de voir les citoyens au pouvoir. Vous avez écrit un livre en 1992, Démocratie directe, démocratie moderne, et un certain nombre de responsables politiques m'avaient dit à l'époque, c'est très bien, mais c'est trop tôt. Ce qu'il voulait dire derrière, il ne faut quand même pas faire trop confiance aux citoyens, qui sont très intelligents quand il s'agit de choisir ses représentants, ils le sont un peu moins quand on leur demande de faire des choix. C'est ça. Alors, je trouve qu'il serait intéressant que vous précisiez la façon dont les citoyens pourraient s'exprimer, faire des choix, je reprends votre terme, et participer. La Constitution prévoit déjà un certain nombre de cas, effectivement, plutôt de consultation, et même un cas limite de possibilité de prise d'initiative. Mais c'est probablement insuffisant à l'époque où nous sommes, et personnellement, je pense que le fait de ne pas avoir instillé suffisamment tôt de démocratie directe, non pas contre la démocratie représentative, mais pour la stimuler, conduit au fait que les citoyennes et les citoyens se sont détachés de la vie politique, ont décroché de la vie politique. Je crois que sur ce point-là, effectivement, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, pas sur tous, mais sur celui-là, il faut faire quelque chose pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de participer, pas simplement de faire des choix, mais aussi de participer concrètement. Et là, je pense que bon, il faut effectivement qu'institutionnellement, il y ait des réformes, pas des réformes, vous parliez de rupture, je pense en tous les cas qu'il y a des évolutions à faire dans ce domaine, de façon à ce que les citoyens puissent participer, même au niveau national. Déposer des propositions de loi, éventuellement proposer une méthode. Moi, j'aime bien ce que vous venez de dire dans la description de l'insertion de la population dans les... Si vous regardez le système, c'est tout à fait intéressant d'observer qu'on a voté, je crois que c'est 2008, me semble-t-il, sous Sarkozy, comment dirais-je, une possibilité d'un référendum d'initiative populaire. Mais il est tellement verrouillé qu'il est absolument inaccessible. Absolument. Et donc, on est dans un système où l'on voit bien, d'ailleurs en Europe est arrivée la même maladie, mais excusez de faire du bruit comme ça dans les oreilles. Et peut-être descendre tout petit peu, merci monsieur. La volonté, en Europe c'est la même chose, n'est-ce pas, il y a la capacité de faire naître une loi, on appelle en bon belge une directive, sous la pression des citoyens, mais il faut, j'ai oublié le nombre, mais je crois que c'est au moins 1 million de signatures, venant de 7 pays différents, et répondant à des conditions qui ont été tellement verrouillées qu'on voit bien que c'est inaccessible. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a pas une seule. Une seule pétition, pas une seule n'aboutit à l'examen d'un projet de directive, d'un projet de loi présenté ensuite devant le Parlement européen. En France, c'est la même chose. Et surtout, ce qui ne va pas, c'est que le référendum est d'abord un instrument entre les mains de l'exécutif. Mais moi, je veux que les citoyens puissent se constituer. Et il faut donc créer les conditions, voir, et nous sommes en train d'y travailler, à partir de quel seuil il est nécessaire, quel seuil il faut franchir, pour qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi et des loufoqueries, mais aussi que ce soit suffisamment ouvert pour qu'on puisse y accéder. Et d'ailleurs, je vous en donne la confidence, vous apprendrez bientôt, dans quelques semaines, très rapide d'ailleurs, que nous allons lancer une pétition nationale pour voir si les gens sont d'accord avec l'idée que le référendum d'initiative populaire dans les régions, la nouvelle entité économico-politique, eh bien,
oblige l'exécutif à examiner ce que les citoyens demandent, et que même ce soit l'objet d'un débat dans lequel un quotient de citoyens, représentant d'une manière ou d'une autre ceux qui ont signé, puissent venir débattre à égalité de représentation avec les élus classiques. Il faut absolument que le peuple rentre dans les institutions. Et là, on voit bien encore dans nos systèmes très monarchicaux, vous voyez, jacobins. Je pense que le jacobinisme a été formidable en France pour reconstruire le pays après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes commandes d'État, les ingénieurs remarquables, les de Laporte, les Hirsch, les de Louvrier, enfin, tous ces gens absolument exceptionnels, bardés d'expérience et de souffrance parce qu'ils avaient traversé la guerre. Mais quand on a reconstruit la richesse, 1968 l'a montré, le pays voulait respirer. Et même De Gaulle, qui était pourtant peu régionaliste, il l'avait compris. Il y a d'ailleurs laissé son mandat, comme vous savez. Mais nous avons besoin maintenant, dans le monde moderne, que le sentiment populaire organisé, il ne faut pas que ce soit anarchique, il faut préparer ces choses, il faut mettre à la disposition du pays une articulation. Comment nous ferons? Je peux vous en donner une première comment dirais, mouture. Stéphane Hessel, avant de mourir, m'avait conseillé la chose suivante. Pourquoi vous n'appelez pas un think tank dans lequel vous travaillez Conseil national de la réforme? Je dis, écoutez Stéphane, le CNR, c'est un peu ridicule. Il me dit, non, faites-le. Je l'ai donc fait. Ce Conseil national de la réforme va prendre un think tank. Il n'est pas politique, au sens classique. Un thème, un problème. Il y a dans la réforme des pouvoirs politiques deux grands chapitres, les pouvoirs locaux ou régionaux et les pouvoirs nationaux. Vraiment, est-il normal que dans le monde moderne, le président de la République, qui est le vrai patron, ne soit responsable devant personne? Même la Bulgarie, même la Roumanie, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Chez nous, c'est une fiction, une certaine fiction, qui prive les députés ou les sénateurs d'un vrai pouvoir dont ils pourraient être responsables devant les citoyens. Et il faudra, par référendum ou non, il y a des voies pour ça, j'en ai encore parlé ce matin avec un constitutionnaliste, il faudra franchir cette étape. Madame Merkel, quand elle va au sommet des chefs d'État de Bruxelles, apparaît tout d'un coup, dans l'ordre du jour, une question très importante pour laquelle elle n'a pas reçu mandat du Bundestag. Vous savez ce qu'elle fait? Elle demande une suspension de séance, 3 heures. Elle prend son avion, elle va au Parlement allemand, elle réunit la commission compétente, elle demande un mandat. Jusqu'où peut-elle aller? Elle revient et elle recommence la négociation. Et on n'en meurt pas. M. Obama bataille contre son Congrès pour les mêmes raisons. Eh bien, si c'est bien, il y aboutit, peu ou pas très bien, mais on ne peut pas décider souverainement dans un coin sur la souveraineté qui, à mes yeux, jusqu'à plus en réformée, est populaire. Dans ce CNR, les gens compétents dans un domaine, pour éviter le blabla, les opinions, la démagogie, les opinions toutes faites et la démagogie, diront ce qui ne va pas dans ce problème. Prenons l'éducation qu'on appelle nationale. Faut-il qu'elle soit nationale? Qu'est-ce qui est national dans l'éducation, à part les mouvements et le salaire des enseignants? Faut-il que quelqu'un à Grenelle, dans son bureau, décide du socle de base des gens qui vivent à Toulouse, qui vivent dans le nord, c'est-à-dire l'anglais et les Flandres, qui vivent dans l'est, c'est-à-dire l'Allemagne, qui vivent dans le sud-est, c'est-à-dire l'Italie, etc. Ou bien faut-il mettre de l'oxygène pour former des excellences diversifiées? Vous voyez, les gens que nous allons faire venir pendant une journée, convention assise, enfin, vont dire, voici ce qui ne va pas, voici les solutions qu'on propose. On va prendre le relevé de tout ça, nous allons l'envoyer dans les régions, en disant, voici, c'est la première étape de réforme, ce que disent ceux qui sont compétents, mais est-ce que la compétence suffit? Vous allez nous dire ce qui manque, ce qui ne vous convient pas, ce qu'on a oublié, ce que dans cette région-là qui est différente d'une autre, il faut absolument intégrer. Vous en ferez une synthèse, vous allez nous l'envoyer, vous allez nous la remonter. Je veux que l'on considère dans ce mouvement que chaque citoyenne ou chaque citoyen est suffisamment intelligent et accepte qu'on l'éclaire pour avoir une opinion forte et de bon sens. Tout le monde sera d'accord.
Et à la fin, toutes ces remontées sur les différentes ruptures dont je parlais, nous les soumettrons au vote et nous nous engageons à appliquer ce qui aura été voté. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Dans l'instrument central de ce mouvement qu'on appelle le comité exécutif, par nature statutaire, les régions ont 66% des voix. Par conséquent, à nous de faire la stimulation, l'incitation, la pédagogie, de trouver les gens qui connaissent les choses, les experts, de les mettre à votre disposition, à vous de montrer dedans exigence et bon sens pour que ça tienne la route de façon moderne. C'est ça que nous allons faire. Je pourrais détailler un tout petit peu plus, mais ça va venir dans quelques semaines dans la vie. Est-ce que j'ai mieux répondu à votre question, monsieur? Je vais me présenter, Thierry Jantet, je suis conseiller municipal à Montagne et président de la fédération. Oui, j'ai trouvé très intéressant votre réponse, qui va un peu dans le sens de ce pourquoi je fais ça depuis un certain nombre d'années. Donc là, il peut y avoir conjonction, au moins sur ce point. Merci. Je serai heureuse de vous accueillir lorsque nous aurons des rencontres et des remontées d'expérience, notamment avec les experts. Une autre question peut-être? Intervention. Bonjour, je suis président de l'Orne ici. Enfin, j'habite l'Orne depuis une quinzaine d'années. Vous êtes président de... Non, résident. Résident. Je suis président de rien. Ah, ça peut bien aller. Non. Surtout. J'ai évidemment écouté attentivement tout ce que vous avez dit. J'ai eu la chance de travailler pour vous il y a quelques années lors de votre émission sur France 3, mais il y a très très longtemps. Et on ne s'est pas fâché? Oh non, pas du tout. Non, c'était une chaîne. Voilà. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé essentiellement de la France. Vous avez parlé essentiellement de la citoyenneté et vous avez fait référence à des partis un peu à l'identique de ce que vous évoquez en Espagne, en Grèce, en Tchéquie, ailleurs. Mais ces partis sont souvent des partis plutôt entraînés par une certaine jeunesse. Désolé de vous le dire, mais je m'inclus évidemment Dans les jeunes. dans les personnes d'un certain âge, vous voyez, parce que je ne suis plus jeune par rapport à la trentaine et aux gens de cette génération trentenaire qui sont malgré tout en train de changer les choses et qui sont présents un peu partout et bien silencieux et que l'on voit très rarement dans les rencontres politiques, si ce n'est peut-être dans certains partis extrémistes, notamment dans l'extrême droite, et qui sont là très présents. Alors je regrette fortement, je suis désolé de le dire, mais j'ai le sentiment quand même que ce que vous venez d'évoquer est une... Vous avez évoqué 1784. Alors évidemment, c'est une belle référence par rapport à l'histoire de France, vous avez fait plein de références sur l'histoire de France, mais nous sommes en 2015, et j'ai quand même le sentiment que nous sommes plus sur une histoire de France seulement. L'histoire du monde est en train de changer considérablement depuis une trentaine, une quarantaine d'années, à peu près similairement à ce que vous avez évoqué du point de vue économique et du point de vue politique. Je pense que notre vision du monde a changé, aussi au moment où, par exemple, on a marché sur la Lune et qu'on a vu la Terre. C'était la première fois qu'on voyait là où on habitait. Et ça, cette image-là est une image très importante. 23 juillet 69. Voilà. Bonne mémoire, bien meilleure que la mienne, rassurez-vous. Mais J'ai l'impression que vous faites du mal, là, quand même, un peu. Non. Je voudrais juste évoquer deux, trois choses. Donc, cette chose-là, c'est une fin de siècle, c'est aussi une fin de siècle et une fin de millénaire. Et moi, ça m'évoque plus cette période, une autre fin de siècle, qui est plutôt celle de 1492, la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et là, à ce moment-là, on découvre un autre monde. Et cet autre monde, c'est en train de se passer aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec l'information qui circule de façon assez considérable et qui me permet, lors d'une réunion comme celle-ci, de savoir d'où vient madame, de savoir d'où vient monsieur, et ainsi de suite. Ce qui n'était pas possible avant. Vous voyez? Donc jusqu'alors, on pouvait nous raconter des histoires. Aujourd'hui, on peut un peu moins nous raconter des histoires. Je suis allé voir le film Demain, que vous citez dans cet exemple. Le film Demain, malheureusement, est rempli de... vous parlez de sincérité, et d'honnêteté, et d'éthique. Dans ce film, il y a plein de choses qui sont totalement fausses. Oui, mais pourquoi vous me parlez de ça? Non, je vous parle de ça J'ai aucun rapport avec ce film. Non, je vous parle de ça parce que ce film est cité par rapport à...
adhérents. Ah, Voilà. d'accord, d'accord. j'avais pas Je compris. vous parle de ça parce que, Ok. si vous voulez, ça parle un peu des mêmes questions de citoyenneté, d'engagement, voilà. Et je trouve que parler que de la France, comme vous l'avez fait, c'est un peu oublier le reste du monde. Alors, je sais que vous êtes député européen, mais je sais aussi qu'il n'y a pas que l'Europe, il n'y a que la France et que les régions. Et que malheureusement, on parle de régions françaises, on se bat pour réunir deux régions ensemble, alors que Shanghai fait la région de Shanghai fait 280 millions d'habitants, ce qui est quand même plus considérable que les États-Unis réunis, et nous on est encore en train de se battre sur des petites choses de cette nature. Je crois sincèrement qu'il y a un vrai débat à avoir. Vous avez évoqué, là, pour les clients, 50% d'abstention. Mais moi j'ai une proposition à faire. Sur ces 50% d'abstention, ce ne sont pas forcément des gens qui n'ont pas envie de voter ou qui n'ont pas d'opinion. Il y a des votes blancs, il y a des abstentionnistes, et aucun d'entre eux n'est pris en compte. Vous l'avez remarqué. Eh bien, moi, j'ai une proposition à faire, qui n'est pas la mienne, qui est celle de plein d'autres gens. Eh bien, à partir du moment où il y a 50% de gens qui ne votent pas pour les représentants, ça fait 50% de représentants en moins. Et là, à ce moment-là, on tire au sort dans la population française, comme dans le système des jurés, des représentants qui vont intervenir à l'Assemblée nationale. C'est le tiers état. Vous voyez ? Vous faisiez référence à 1784, moi je fais référence à 1789 et à la suite. Je crois qu'il serait bon ton aujourd'hui de considérer les citoyens comme vous l'avez dit, comme des vrais acteurs. Et dans le cadre de cette proposition de 50%, évidemment l'abstention n'est plus l'abstention. On doit payer l'appareil des syndicats. Zéro. Au Danemark, ils vivent de leur cotisation. En Allemagne, ils vivent de leur cotisation. T'as beaucoup de cotisations, t'as beaucoup de moyens. Un syndicat faible, et moi je vais plus loin. Je pense que c'est une idée qu'il faudra réfléchir pour la vie financière des partis politiques. Vous savez, moi je m'avance prudemment, hein. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y a trop d'argent dans la politique, notamment depuis que la communication l'a prise en main. Il y a trop de mandats, monsieur Cavada. Comment? Il y a trop de mandats. Il y a trop de renouvellement de mandats. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que d'abord, c'est vrai, oui, mais c'est vrai, mais je ne peux pas jeter comme ça des trucs en l'air. Nous proposerons quelque chose de bien construit qui en effet, tente à réduire considérablement, c'est une évidence. Et ça d'ailleurs, ça enlève de la souveraineté des mandats. Bon, je veux simplement vous dire deux choses. Ce que vous avez proposé, venez le travailler avec nous, sans engagement. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce que vous dites. La deuxième chose, les jeunes. Chez nous, il y a des jeunes. Il y a notamment un et bientôt deux vice-présidents qui ont moins de 30 ans. Et qui sont, l'un c'est un petit chef d'entreprise qui s'appelle Florent, qui est à Nantes actuellement, enfin qui est parisien mais il est en train de remplir un contrat à Nantes, et qui travaille à construire des réseaux sociaux. Vous allez les voir arriver. Si ici il n'y en a pas, vous conviendrez quand même avec moi que je n'allais pas en plus emmener un bataillon de jeunes pour faire semblant d'être jeune. Donc voilà, c'est façon de vous répondre. Et puis, il y a quelque chose qui me chagrine dans cette photographie. C'est avec eux qu'il faut travailler clairement, mais pas plus que les autres. Internet a deux grandes populations d'utilisateurs, les jeunes, et les aider, notamment à la retraite, pour qui c'est un moyen de communication, d'instruction et de connaissance vraiment très important. Et puis, je vais vous faire une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui quand même a une vraie racine. Dans les 5 dernières années de Victor Hugo, 1802-1885, il a affiné tous ses chefs-d'œuvre. Je refuse l'idée qu'on n'est pas utile au motif qu'on est sorti du travail, qu'on n'est pas inventif ou qu'on est ringard ou qu'on est vieux du point de vue de la pensée, vous voyez. Non. Je n'accepte pas cette idée. En revanche, j'aurais tort, en effet, de ne pas considérer que c'est avec la jeune génération qu'il faut réfléchir aux méthodes dont on a besoin, notamment pour eux. Mais il ne faut pas séparer les catégories. Donc je ne veux pas le faire, mais nous avons des jeunes, pas 3, pas 5. Et d'ailleurs, je vais être obligé de les organiser. Et il y a une chose que je ne voudrais pas, c'est qu'ils soient
dans un quota à part. Je voudrais qu'il soit en même temps. Voilà. Oui, bien sûr, mais Voilà. je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose, c'est que c'est un constat. C'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit. Ouais, je ne le prends pas pour un reproche. Non, mais je pense que c'est très sincèrement l'enjeu, il est Oui. sur cette jeunesse-là. Il est nous. probablement Oui, d'abord, mais ou aussi. d'abord pour cette jeunesse. Mais monsieur, également, dépendant des régions dans lesquelles nous tournons, la population est également différente, bien évidemment. Non, 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 on a des... Oui. Il apporte de travailler de façon intergénérationnelle, parce que au niveau des âges, les seniors vont être de plus en plus nombreux. Alors, voilà, il importe qu'on le soit. Et au passage, je pense que ce serait très important, en fait, à mon avis, c'est important qu'on se recentre là sur ce que vous proposez, qui est véritablement novateur et important, c'est de changer les modes de scrutin, les modes de représentation. Parce qu'après, les questions divergentes, on va pouvoir les discuter, vous allez discuter ensemble. Et ce qui est nouveau là, ce que vous proposez, c'est effectivement qu'on reconsidère la façon dont on est élu, et dont on va effectivement construire ce que j'ai bien aimé aussi, effectivement, vous avez parlé de responsabilité et plus de pouvoir, on en a marre de pouvoir. Voilà, des processus de domination des uns sur les autres. Et il importe, on le voit dans des tas d'autres pays, où effectivement il serait peut-être possible de changer le mode de démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas un acquis, elle n'a jamais été acquise, c'est chaque jour. Et la preuve ce soir. Hein, donc en fait, je pense que ce serait bien de se recentrer sur cette innovation que vous proposez, l'innovation entre guillemets, mais qui doit se faire avant de partir dans les considérations diverses qui nous intéressent bien évidemment. Oui, je voulais intervenir. Je voulais juste rebondir. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Nicolas Rodier. Je suis des Hauts-de-Seine. J'ai 51 ans. Je suis marié. J'ai 4 enfants. Je suis pilote et secrétaire général de l'association de financement de Génération Citoyen. Vous avez traité d'énormément de sujets. Il y a une chose moi, qui m'a frappé ce soir, pour avoir fait un certain nombre de meetings. Il y a une sorte de parité entre les jeunes et les personnes moins jeunes. Mais il y a quelque chose qui est très frappant ce soir, c'est le nombre de femmes. Et je vous assure, en général, on a 80% d'hommes et puis 20% de femmes, pour certaines qui sont venues accompagner leur mari. Et c'est rare d'avoir une salle avec autant simplement autant de femmes. C'est un vrai espoir politique, parce que véritablement, vous avez, mesdames, votre place en politique, et pas seulement parce qu'il y a un paritarisme qui est obligatoire, parce que c'est pas parce qu'on doit absolument trouver une deuxième partenaire pour une liste qu'on doit prendre la première personne qui présente bien. Et c'est essentiel que, pour revenir à cette démocratie, tout le monde s'exprime, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation professionnelle, et bien évidemment, quel que soit le sexe, mais ça m'a frappé, donc je voulais le dire. Vous parliez des jeunes, vous parliez d'Internet, vous parliez d'information, on peut tout savoir. Alors effectivement, on peut tout savoir, mais j'ai quand même remarqué que sur les réseaux sociaux, on peut tout savoir, mais on peut aussi tout se faire avoir. C'est incroyable de voir le nombre de retweets, de reposts, de pseudo-articles de journaux qui viennent, alors je ne vais pas tous les citer, mais Sputnik, Salon Beige, La Gauche m'a tué, etc., qui sont tout simplement des organes de presse, de partis extrêmes qui non seulement ne disent pas la vérité, désinforment, prennent des images qui datent d'il y a 4 ans, 3 ans, et en fin de compte font de la propagande, mais de la propagande telle qu'on en parlait dans des régimes qui étaient des régimes purement totalitaires. Donc je dis attention aux réseaux sociaux, d'autant plus attention que les jeunes sont très friands et se cultivent à travers ces réseaux sociaux, et on se pose la question pourquoi certains se radicalisent, pas forcément pour aller en Syrie, on peut se radicaliser pour bien d'autres choses. Et donc soyons vigilants dans le traitement de ce type d'informations. Ensuite, on parle de jeunes, on parle de modernes. Moi, je suis frappé, c'était un des thèmes de la campagne des régionales. On fait des plans à 30 ans sur des grandes métropoles, sur, par exemple, le transport.
Actuellement, on a une guerre entre les VTT et les taxis. Sachons aujourd'hui que plus de la moitié des constructeurs automobiles font fonctionner des voitures qui roulent toutes seules. Non seulement elles roulent toutes seules, mais elles roulent bien toutes seules, elles vont pouvoir vous amener n'importe où, de chez vous à votre bureau, avec du covoiturage, et peut-être que je dis une ânerie, mais dans 10 ans, il n'y aura plus de taxi. Et le problème des VTT, et pas des VTT, les VTT, j'espère qu'avec l'assistance électrique, donc on sent bien que le politique aujourd'hui est toujours dans une posture clientéliste du présent, à essayer de proposer quelque chose avec des solutions du passé, et qu'on a du mal à avoir un véritable avenir, d'imaginer ce que sera la vie de demain. Et pour en revenir au référendum, ce qui a été terrible, c'est que les rares fois où il a été utilisé, c'est pour vous dire vous avez voté oui, mais maintenant on va faire voter non, ou l'inverse. Donc même le mot a été, quand je cherche le mot référendum n'a plus une très bonne cote. Alors que localement, je vais vous donner 2 exemples, et je vous avoue c'est un petit peu personnel, peut-être que vous ne suivrez pas là-dessus, mais on a un problème avec un aéroport aujourd'hui à Nantes, Notre-Dame-des-Landes, le premier projet date de 1963, vous voyez, on est en 2016, et le problème perdure. S'il y avait eu un référendum d'initiative régionale sur cet aéroport, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent, hein. Moi je pourrais vous répondre pourquoi je suis pour des problèmes techniques, et d'autres personnes diront pourquoi ils seraient contre, mais si vous avez une population qui vote oui, le problème est réglé. Si la population vote non, le problème est réglé. On a eu, pendant ce quinquennat, un problème flagrant qui